C'est avec plaisir que je te propose la suite de l'interview. À chaque niveau, il y a une cohérence, il y a une raison d'être, hein. La lettre de l'alphabet a un sens, une sonorité, mais quand elle fait partie d'un mot, elle participe à plus grand, qui lui-même fait partie d'une phrase, qui lui-même va faire partie d'un paragraphe, qui lui-même fait partie d'un chapitre, puis d'un bouquin, puis d'une bibliothèque. Et en fait, à chaque étape que vous regardez, ça a un sens, ça veut dire quelque chose, mais ça s'inscrit aussi dans plus grand. Et ça, c'est une des clés sur Je et nous. C'est que Je est bien dans ses baskets quand il contribue à plus grand. D'ailleurs, je me permets, mais le Covid en lui-même était un ennemi extérieur qui a joué le rôle de regrouper certaines personnes, de réunifier certains objectifs, certains intérêts. Et là, on voit bien que maintenant que l'intérêt sur la chose est tombé, au niveau international du moins, parce que localement, il y a des gens qui sont encore à fond là-dessus, on voit bien qu'on retrouve nos oppositions, un peu transformées certes, mais on retrouve quelque chose de familier, en fait, une fois qu'on a fini d'avoir un ennemi commun. Ouais, je vous invite à regarder pour ça un auteur et un professeur d'université à Gand, en Belgique néerlandophone, qui s'appelle Matthias Desmet. Matthias Desmet, il a écrit sur, et Ariane Biléron aussi a écrit dessus, hein. Ariane, elle est spécialisée dans la psychopathologie du pouvoir et de la paranoïa, et lui est spécialisé dans les mécanismes de formation de masse, les mécanismes totalitaires. Et il explique que, ok, il y a les médias mainstream, mais ça c'est un élément incontournable. C'est-à-dire qu'il y a une mise en résonance du message par un clergé qui va l'entonner toute la journée, toute la journée, toute la journée. Si ça n'existait pas, ça ne se passerait pas. Mais ça se passerait peut-être pour autre chose à un autre moment. Pour la guerre en Ukraine, pour je sais pas quoi, pour aller soutenir les chatons du Bangladesh, ou je sais pas quel truc. Euh, Parce qu'il y a des conditions préalables. Une anxiété flottante sans objet. Free floating discontent, un mécontentement flottant sans objet. Une perte de sens du travail et de la vie en général. Ça sert à rien ce que je fais, quoi. Ça a été bien étiqueté par quelqu'un qui s'appelle David Graeber, qui est un anthropologue anarchiste, qui avait écrit un livre qui s'appelle Bullshit Jobs, où il explique que le boulot salarié aujourd'hui, pour 85% d'entre eux, ça sert à rien, quoi. Et les gens, ils le savent, et ça les rend malheureux. Ils sont dépressifs, suicidaires, ils ont envie de, et ils sont en burn-out, et ils pensent qu'il y a une seule chose, c'est leur loisir du week-end, tellement ça les fait chier d'aller bosser, et tellement ça n'a aucun sens. Sens du travail et de la vie en général. Ça sert à rien ce que je fais, quoi. Ça a été bien étiqueté par quelqu'un qui s'appelle David Graeber, qui est un anthropologue anarchiste, qui avait écrit un livre qui s'appelle Bullshit Jobs, où il explique que le boulot salarié aujourd'hui, pour 85% d'entre eux, ça sert à rien, quoi. Et les gens, ils le savent, et ça les rend malheureux. Ils sont dépressifs, suicidaires, ils ont envie de, et ils sont en burn-out, et ils pensent qu'il y a une seule chose, c'est leur loisir du week-end, tellement ça les fait chier d'aller bosser, et tellement ça n'a aucun sens. Donc ça n'a pas de sens dans mon travail, ça n'a pas de sens dans ma société. Et puis il y a un dernier élément, qui est une perte du lien social. Ça, Hannah Arendt l'avait déjà dit aussi, hein, pour le nazisme. Elle a dit le but, c'est d'atomiser, c'est de faire qu'on soit tout seul. Donc on va créer de tous les côtés des zones de disjonction, des zones diaboliques de séparation. T'es pour, t'es contre, t'es pour, t'es contre, t'es pour, t'es contre pour tout. Et à la fin, tu vas devoir te cliver en t'es pour, t'es contre. Mais je suis ni pour ni contre le masque, je m'en fous, quoi. Je suis pour qu'on l'utilise intelligemment, c'est tout. T'es pour ou contre le vaccin, je m'en fous, je suis pas pour ou contre. Il dit à partir du moment où il y a ces quatre éléments-là, et que vient un truc qui vient faire tilter le flipper, quoi, un événement qui va permettre une formation de masse, c'est-à-dire qu'il va y avoir un engouement héroïque qui va se mettre en place. Il y a une menace de survie directe du groupe, ontologique, hein, existentielle, et donc le groupe va se mettre ensemble et créer un idéal héroïque, un récit héroïque. Vous vous vaccinez pour sauver votre grand-mère, vous mettez votre masque pour prendre soin des autres et tout. Alors c'est tout ce que c'est des conneries, quoi. Déjà factuellement, mais en plus c'est même des conneries. Les gens le pensent pas en vrai, ils font pour leur gueule avant tout, quoi. C'est un discours de façade qu'ils vont avoir de temps en temps en disant oui c'est un geste citoyen, la main sur le cœur. C'est des conneries. Mais c'est pas grave, ils vont le faire quand même, et ils vont même le ressentir le temps de la crise. Et ça va donner lieu aussi à un idéal sacrificiel. C'est-à-dire je suis prêt à me sacrifier pour ce qui est en train de se passer. Et alors tu peux te dire qu'en miroir, ce que je viens de dire est vrai aussi pour les gens qui ont résisté.
Les gens qui ont dit on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, comme moi, on pense qu'il y a un problème qui vient bien au-delà. Il y a aussi cette idée de se réunir et de former un groupe et de reformer un tout qui a de la cohérence autour de certaines valeurs. Et puis qu'il y a un côté héroïque et qu'il y a un côté sacrificiel. Et donc, finalement, c'est un mode de résolution d'une société qui était malade. Pour tout le monde, c'est un mode de résolution. Et c'est un peu l'enjeu de mon bouquin, si tu veux, c'est de dire cette crise du Covid, on fait semblant que c'est une crise sanitaire, mais en fait, c'est une crise de la science. On a du mal à savoir ce qui est vrai et ce qui est faux aujourd'hui, par notre mécanisme de publication scientifique, etc. C'est une crise de la médecine. Notre médecine prend plus vraiment soin. Elle nous fait passer comme des rouages au stand. Et aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne trouvent même plus à se soigner. Et notre système de santé, il est profondément malade. Il est en train de se démanteler de tous les côtés. Les gens, ils cherchent un médecin, ils n'en trouvent pas. Ils vont à l'hôpital, ils attendent 15 heures aux urgences. Notre système de santé est malade. C'est une crise sociale. Il y a de plus en plus de gens dans le rouge. On est en train de s'appauvrir à vitesse grand V. Le litre de diesel, il est à 2,20 €, quoi. Et nous, à Marseille, il y a des soupes populaires où il y a de plus en plus de gens qui font la queue. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot pour pas un rond, j'en suis un exemple, et qui ont plus de salaire. Donc, ok, c'est une crise sociale. C'est une crise environnementale. C'est notre lien à la nature, au vivant, qui est profondément dégradé, qui est dans une logique de contrôler et prédire, industrielle, comme je l'ai dit tout à l'heure, où on veut puiser dans le décor les ressources dont on a besoin pour notre propre confort. Mais non, la nature, on en fait partie. On n'est pas maître et possesseur, comme dirait Descartes. On devrait être les intendants bienveillants du monde, et on l'est pas. Pour qu'on vive dans une poubelle de plastique, de béton et de pétrole, et qu'à la fin, le seul rêve, ce soit de partir dans des lunettes de réalité virtuelle dans le métaverse, où il y a enfin des oiseaux qui chantent et des cigales et quelques arbres. Ils sont faux, ils sont en boîte numérique, mais ce sera toujours mieux que notre poubelle de plastique et de béton. C'est une crise des médias. Les médias devraient témoigner de la vérité de ce qui se passe à côté que je ne peux pas voir. En fait, non, aujourd'hui, les médias sont les premiers à mentir et à créer un récit qui est un mensonge collectif. On l'a vu sur le Covid, sur toutes les guerres, on l'a déjà vu, il y a plein de mensonges de tous les côtés, c'est juste hallucinant, quoi. Il n'y a pas de pluralité en plus. Les médias devraient amener de la pluralité de regard, accepter cette idée complexe, pluridisciplinaire, c'est pas le cas, il faut tous penser pareil. La dépêche de l'AFP, elle est reprise avec les mêmes fautes dans l'IB, les Échos, Le Monde, le Figaro. Et ce qui se passe, c'est que même les médias qui voudraient être alternatifs, il y a Mars Actu, Blast, le Média, en fait, se vautrent aussi là-dedans, ne veulent pas sortir du système, ne veulent que questionner le système à la marge, mais pas dans sa profondeur. Donc, on est à ce moment-là d'une crise systémique où tout est malade. Si tu déplies, c'est une crise en fractale. Alors, tu peux prendre la crise sanitaire et regarder, si tu tires le fil, tu auras tout notre monde. Si tu prends la crise scolaire, j'en ai pas parlé, la crise éducative, tu auras tout le monde entier aussi. Si tu prends la crise médiatique, tu auras tout aussi. En fait, la vie ramène des crises de manière incrémentale jusqu'à ce que tu les résolves. La crise, c'est une maladie. Et la maladie, elle arrive parce qu'il y a des facteurs de risque. Et elle vient te dire, tu ne peux pas continuer à vivre comme ça. Sinon, tu vas en crever. Soit tu comprends et tu changes, soit tu comprends pas et tu prends une béquille, un médicament, tu fais semblant, tu continues d'avancer exactement pareil, et la maladie reviendra plus forte et plus violente pour te faire comprendre. Moi, depuis que je suis né, j'ai 43 ans, notre société, elle a toujours été en crise, j'ai entendu que ce mot-là. Et on est en crise monétaire, on est en crise financière, on est en crise tout ce que tu veux. Et donc là, on est à l'apogée de la crise, qui est naturellement une résolution, donc je l'ai dit dès le départ, mais je pense qu'on est dans un déferlement totalitaire, c'est-à-dire ce rêve de plus souffrir, parce que là, on est en train de trop souffrir, donc on voudrait revenir à la matrice. Et donc à la fin, les gens, ils vont accepter un QR code pour aller pisser, une assurance pour dire bonjour à leurs voisins, et d'être dans un crédit social à la chinoise, quoi. C'est en train de se passer, d'avoir une crypto-monnaie gérée par une banque mondiale, etc. Et puis à la fin, un implant sous la peau, et c'est leur compte en banque, c'est quand même bien plus pratique, etc. Par le rêve du confort. Tu dis plein de choses et ce qu'il y a de rigolo, c'est que donc du coup en étant justement un peu un pied de chaque côté, donc tu vois, je pense que dans ce que tu évoques, il y a une sorte de clivage entre les gens qui seraient hors sol et les gens qui seraient les deux pieds sur le sol. Et il me semble appartenir à la troisième occurrence qui doit être aussi répandue, un pied sur le sol et un pied hors sol. Et d'avoir grandi au sein de ce paradoxe. Et je sens que, par exemple, dans les réponses que tu donnes, je suis à la fois, je peux t'écouter, je peux aller avec toi là où tu m'amènes, et je peux aussi voir que les mots que tu utilises sont exactement les mots qui sont attendus pour s'enflammer, pour dire oh là là, mais c'est pour discréditer la totalité de ce que tu as posé avant.
parce que tu as utilisé les mots pile qui font que derrière ça déconnecte complètement et il y a un point de non-retour sur certains mots que tu utilises, pas pour moi, parce que ça va, je peux encaisser justement des mots qui vont faire s'allumer les nexus chez pas mal de gens qui sont branchés médiatiquement suffisamment fort pour que ça déconnecte à ce moment-là. Et donc, est-ce que tu aurais quelque chose à dire de ce que je viens de t'énoncer, tout simplement, parce que là, j'avais pas prévu de te parler de ça, mais ça Bah, me moi, ça paraît... m'intéresse, hein. Ça m'intéresse parce que je pense que l'enjeu, c'est d'être dépasseur. Et donc, moi, j'expose ma pensée et j'ai l'idée qu'on est souverain. C'est pas parce que je Ouais. pense quelque chose que tu es obligé de penser pareil. C'est pas parce que... Et pour autant, on peut se rencontrer à plein d'endroits et tant mieux, quoi. Et donc, ça rejoint notre première question, c'est l'idée de la violence mimétique quand je veux pas voir quelque chose qui vient me confronter directement. Donc là, il y a sûrement besoin, pour moi en tout cas, de gagner en souplesse, d'arriver à me mettre à l'endroit où les gens peuvent écouter quelque chose. Et c'est comme ça que je le prends, par exemple, quand on est censuré sur YouTube. C'est que là, on a parlé de la crise sanitaire, si tu veux. Mais j'ai bien compris que ce sujet-là, aujourd'hui, il y avait plein de gens qui avaient fermé leurs écoutilles par un mécanisme de déni, etc. Par contre, est-ce qu'on peut réfléchir ensemble à la protension collective positive au monde dans lequel on a envie de vivre? Et on ne sera pas forcément d'accord, mais peut-être ça peut être dans une créativité joyeuse qu'on arrive à inventer quelque chose d'inattendu. C'est pour ça qu'on a ouvert Une Autre Histoire. Une Autre Histoire, c'est une chaîne qui parle de non-violence, qui parle de démocratie, qui parle de philosophie, qui parle de permaculture, qui parle de self-défense numérique, avec un parti pris, hein, qui est celui d'être low-tech, écolo, et de penser que le numérique est une impasse dans lequel on veut nous emmener, ou un piège à tout le moins, et qu'il faudrait être conscient de ce piège pour pouvoir en tirer le meilleur, quitte à la fin à garder le pont du diable, hein. C'est-à-dire, ok, on nous a donné le numérique comme un cadeau empoisonné, et si on en reprenait la maîtrise, enfin pas la maîtrise, mais plutôt la gouvernance, je pense que ça pourrait être intéressant aussi. Donc pour moi, c'est une leçon plutôt, tu vois, ça me donne plutôt envie de t'écouter maintenant, de dire, ok, raconte-moi, parce que moi, j'ai envie d'être au contact du réel, de ces gens qui tilteraient directo sur certains mots. Quels sont les mots et pourquoi, en fait, qu'est-ce qui les choque autant dans ce que je peux dire? Moi, j'essaie de donner un regard philosophique, anthropologique, pluridisciplinaire, qui convoque des gens, là, en l'occurrence, qui ne sont pas forcément moi, qui sont Mathias Desmet, Ariane Biléran, d'autres. Et le fait qu'on est dans un déferlement totalitaire, ça, par exemple, ça fait peur à beaucoup de gens. C'est une des choses où j'ai entendu des gens qui étaient d'accord avec tout ce que je disais, mais effectivement, est-ce que je veux les convaincre? C'est Thomas Dansbourg, c'est un professeur, un formateur en communication non violente, qui disait il n'y a personne qui a Ouais. envie d'être un convaincu. Et, et puis, est-ce que je peux être en paix avec ça? C'est-à-dire, voilà, je ne peux pas vouloir la paix là-devant si je ne l'ai pas là-dedans. Est-ce que je suis encore en guerre contre ce déferlement totalitaire? Alors, tu vois, pendant longtemps, j'ai critiqué le fait qu'on n'avait pas le droit de prescrire ci ou ça, et après, on a mis en place un réseau de soins qui s'appelle Covid Soins, et au départ, c'était pour le Covid, hein, avec 3 groupes de réflexion qui s'appellent Covid Prév, Covid Cure et Covid Réhab. Covid Prév sur la prévention, Cure sur le côté curatif précoce et tardif, et Réhab sur la réhabilitation. Et puis, on a structuré des réseaux actifs de soignants, avec autour d'un médecin, un infirmier, des prestataires de services qui amènent de l'oxygène à domicile ou des trucs comme ça, des pharmaciens qui fournissent les produits, et puis des citoyens qui aident, avec parfois qui iraient à l'hôpital autrement, là on leur apporte leur repas, etc. Juste on l'a fait, on a structuré. Donc si tu veux, maintenant, est-ce que j'ai besoin de discuter avec les gens qui sont convaincus que Blast dit la vérité? Je m'en fous en fait. J'ai pas de Non, mais je problème avec ça, comprends. quoi. Je comprends. Et puis Blas dit des choses intéressantes et dit des choses malfaisantes et malveillantes. En l'occurrence, il y a eu un truc sur moi directement, c'est une attaque directe. Moi, je peux juste répondre à ça et dire je suis pas d'accord avec ça. Et en fait, quand j'essaie de pas être d'accord, j'ai pas voix au chapitre. Quand Mediapart fait un article diffamatoire sur moi, on fait une procédure en diffamation et le juge demande 7 000 € pour rentrer dans la procédure. Et je les ai pas, je peux pas rentrer dans la procédure. Je peux même pas faire valoir mon droit. Je ne peux pas commencer. C'est-à-dire qu'en gros, bah, ils disent ce qu'ils veulent, Mediapart dit ce qu'il veut. Et s'il a envie de dire que je suis un gourou d'une secte d'extrême droite qui appelle à la violence, sans aucune référence à rien, qu'une auto-référence à eux-mêmes dans une espèce de coprophagie permanente en fait des médias dominants, où ils vont citer les Échos, ils vont citer Libé, ils vont citer Le Monde, ils vont citer Le Figaro, et ils vont s'entre-citer les uns les autres sur la même dépêche AFP initiale, qui est faite par les mêmes personnes. Et donc là, on a un système qui est auto-référencé, et un système auto-référencé par nature, c'est un système fou. Et voilà, je pense qu'il y a plein de gens, ils sont
encore dans ce système fou, parce que ça rassure. C'est un peu comme si le bateau était en train de se fracasser sur les rochers, et que chaque vague, l'une après l'autre, bam, 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 renvoie sur les écueils. Puis il y a des gens qui sont cramponnés au mât en disant ça va, non mais ça va, tout va bien, on va s'en tirer. Puis pendant ce temps, il y a ceux qui partent dans les chaloupes et qui disent il faut partir, il ne faut pas rester dans ce système en fait. Votre système médiatique est corrompu, votre système démocratique est corrompu, votre système scolaire est corrompu, votre système sanitaire est corrompu, votre système de création du savoir est corrompu et de la science est corrompu, votre système social est corrompu, votre cohésion sociétale est mise à mal. Pourquoi vous restez dans ce truc en fait? Qu'est-ce que vous avez à y gagner? La seule chose qui a à gagner, on en revient à la question de la souffrance et de la non-souffrance, ce serait l'espoir de la non-souffrance. Que le confort, enfin, me permettrait de non souffrir. Mais c'est une illusion. Le premier procès pour viol dans le métaverse a eu lieu il y a 3 semaines. C'est-à-dire que même dans le métaverse, non, caramba, encore raté quoi. La souffrance est là, la violence est encore là. Elle fait partie de nous. Exactement. Et donc, c'est tout le travail de la non-violence. C'est un travail d'abord sur soi. Et là, vous pouvez suivre Célia Grincourt qui a travaillé pour Action Non-Violence 21, qui est une ONG sur la non-violence. Elle a fait un podcast avec moi, puis on travaille ensemble dans Une autre histoire avec plusieurs autres personnes sur la non-violence. Il y a de très nombreux formateurs de communication non-violente qui nous ont aidés dans Réinfo Covid. Et on travaille sur ça, nous, en permanence, quoi. Donc, la limite à pas toucher, à mon sens, ce serait de perdre complètement l'authenticité du discours, c'est-à-dire d'arriver à un discours qui ne soit que stratégique. Bien sûr que le discours public est stratégique. Il y a une différence entre la parole publique et la parole privée. Quoi que je pense du vaccin, je ne dirais pas publiquement c'est de la merde, vous êtes des abrutis, etc. Je ne dirais jamais ça, même si je pouvais le penser éventuellement. Je dirais, ma foi, dans le cadre d'un consentement libre et éclairé, dans le cadre du variant alpha et delta, avec les produits disponibles chez des gens qui ont des facteurs de risque, qui sont âgés ou qui ont peur ou qui pensent que ça peut leur être utile, ils sont libres, hein, vous faites bien ce que vous voulez si vous avez reçu une information claire, loyale et appropriée, et donner un consentement libre et éclairé. Voilà, je dirais ça. Mais dans le même temps, je dirais aussi, et je resterai authentique en disant, mais dans le variant Omicron, chez les enfants, là, la balance bénéfice-risque n'a aucun sens. Laissez les enfants tranquilles. Ça n'a aucun sens. Parce que pour mémoire, pour ceux qui nous écouteraient, juste, ils sont vaccinés avec Wuhan 1, hein, avec la première souche. C'est comme si je te disais, je vais te vacciner cette année avec la grippe d'il y a 6 ans. C'est bizarre, je sais qu'on change les souches vaccinales grippales tous les ans. C'est la même chose. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont basées sur l'ignorance, et c'est difficile d'entendre un discours éducatif. On a fait le Conseil scientifique indépendant. Tous les jeudis soirs, il y a une émission du Conseil scientifique indépendant. C'est que des universitaires, des chercheurs, des médecins, dans plein de domaines différents. Ça va de la sociologie à la philosophie, en passant par l'économie, en passant par la psychologie sociale, en allant jusqu'à la médecine et la biochimie et la génétique. Donc, on brasse large, hein, je peux te le dire. Et c'est que des gens qui n'ont aucun, zéro conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Et eux, tous les jeudis soirs, ils disent quelque chose. Vous pouvez venir voir, hein, Conseil scientifique indépendant. Et je peux vous dire au passage, pour ceux qui n'arriveraient pas à l'entendre, que YouTube censure systématiquement ces émissions-là. Que Facebook censure systématiquement ces émissions-là. Et pour le moment, on n'a trouvé aucun fact-checker qui ait jamais répondu à rien de ce qui a été dit dans ce Conseil scientifique indépendant, qui pourtant se réunit depuis 58 semaines. Donc, allez voir, écoutez, faites-vous votre avis, vous verrez bien, voir si on est des dangereux dogmatiques anti-vax, ou si non, ça a l'air un peu costaud ce truc-là. Ils sont bons les mecs. D'une certaine manière, en fait, vous êtes condamné au réel, puisque vous êtes exclu du virtuel, ou en tout cas d'une certaine consensualité virtuelle avec les plateformes qui sont les plus diffusantes, tu vois ce que je veux dire. C'est là où tu peux avoir plusieurs pans de discours qui ne s'adressent pas aux mêmes gens. Le Conseil scientifique indépendant s'adressera aux gens qui sont déjà d'accord, mais qui cherchent des arguments pour pouvoir re-rentrer en relation avec les gens qu'ils aiment. Parce qu'il y a beaucoup de couples, de familles qui sont disloqués, de cousins, de beaux-frères, de belles-sœurs qui ne se parlent plus, d'amis qui se sont perdus. Nous, notre enjeu, c'est de la réconciliation. Je pense que la fin d'une crise, c'est quand on se réconcilie, c'est pas quand on sacrifie le bouc émissaire. Et on donne des arguments, et des arguments qui sont sourcés, etc. Donc là, on parle à la tête. Donc le Conseil scientifique indépendant, il parle à la tête. Mais il y a aussi besoin de parler au cœur et aux tripes, comme je te l'ai dit. Et ça, pour moi, c'est le travail de Wémon Cycle ou de Verity France, par exemple. Wémon Cycle, c'est une association de patients, de jeunes femmes qui ont perdu leur cycle menstruel suite à la vaccination.
qui pour certaines ont été hystérectomisées, parce qu'elles saignaient trop, donc elles ont perdu leur utérus, et pour un grand nombre d'entre elles ont perdu leur fertilité. Une jeune femme de 30 ans a autre chose à foutre, normalement, que d'aller créer une association de patients et d'aller militer au Sénat pour essayer de faire entendre sa voix et dire « ce truc-là est toxique, faites attention ». Ou en tout cas, il y a informer les gens avant. Donc ça, c'est des signaux très forts, et qui sont des signaux émotionnels, c'est la réalité, quoi. Donc les gens peuvent, encore une fois, essayer de s'en protéger, ne pas le voir, continuer à s'enfermer dans un monde où ils ont toujours raison, mais je pense qu'à la fin, ça faut... Comment dire ça? C'est l'histoire antique et l'histoire contemporaine qui nous l'enseignent, hein. C'est que les gens qui ont consenti, en sachant qu'il y avait un problème à l'intérieur, mais où leur mental était dans le déni, en général, c'est ceux qui se retrouvent à souffrir le plus à la fin de ce qui s'est passé. Il a fallu 50 ans ou 60 ans de réparation à l'Allemagne culturelle pour arriver à commencer à accepter ce qui s'était passé. On va voir la même chose. Il y a des enfants qui n'arrivent pas à apprendre à parler aujourd'hui, parce qu'on les a masqués pendant 2 ans. Et 2 ans, dans la vie d'un minot de 3 ans, en fait, c'est juste énorme. Et qu'on ne voit pas l'articuler, on ne peut pas associer les phonèmes à l'articuler, aux émotions, etc. Et des enfants qui vont chez le pédopsychiatre, qui vont chez l'orthophoniste, etc. Mais ça, je veux dire, les gens qui t'écoutent et qui ne sont pas d'accord, bah, ils peuvent essayer de contredire les faits, hein, ou alors ils peuvent les accepter et dire merde, il est temps de réparer. Peut-être que c'est le moment de reconstruire ensemble, de retisser du lien. Moi, je pense que c'est le moment. Peut-être que parfois on peut admettre qu'on a eu tort. Voilà. Après, chacun fera son chemin, et là-dessus, moi, je ne crois pas que ce soit une histoire de. Enfin, je chercherai à convaincre personne, quoi. Chacun fera son chemin à l'heure où il a envie. Nous, la grosse mission qu'on se donne maintenant, c'est d'accueillir les gens quand ils vont comprendre qu'ils sont sur un bateau qui est en train de se fracasser contre les rochers. Mm, mm. Bah, on entend ta couleur et puis on peut en convenir qu'on soit de n'importe quel avis, finalement, c'est courageux de prendre la parole en ayant cette couleur-là, en ayant cet éclairage-là, puisque à la fois c'est ton humanité, ton humain, ta personne que tu mets en jeu dans des prises de parole publiques où tu vas forcément être déformé dans la façon dont les gens vont accueillir ce que tu dis. De toute façon, on ne peut pas trop écouter sans déformer, hein, avec ses propres filtres. Il y a des filtres plus grands, des filtres plus collectifs qui s'emparent de ces prises de position-là et qui vont en faire quelque chose, justement, de l'ordre de l'aïkido, mais dans l'autre sens. Donc du coup, je vois que le nous, le mot nous est très important pour toi. Et est-ce que, selon toi, le je prime sur le nous, ou est-ce que le je doit être au service du nous, ou encore, pour faire la petite blague, l'articulation genou? Alors j'essaye de répondre, peut-être juste encore un mot pour dire que Ouais. le Covid a séparé beaucoup de gens, que on pouvait sentir, même dans ma façon d'en parler, que c'est un traumatisme pour moi et pour beaucoup de gens en face. Et que donc d'appuyer sur le traumatisme, en général, c'est pas une super façon de le guérir, quoi. Il vaut mieux y aller en douceur, par les côtés, et puis petit à petit redonner de la mobilité. Donc, qu'il y a encore des enjeux qui sont importants à mon sens, et notamment la vaccination des enfants me touche. C'est quelque chose où j'ai cette peur, on peut dire, cette peur, ouais, un peu irréelle, ce danger-là, je le pressens. Et je le pressens non seulement parce que de manière instinctive, mais aussi parce que je travaille sur la question avec de très nombreuses autres personnes depuis le début du Covid pour essayer d'y voir clair. Et c'est peut-être ce que je pourrais dire, c'est que vous entendez ma voix, mais l'intention initiale, ça a été depuis le début de dire moi tout seul, je peux rien comprendre à cette histoire. C'est trop compliqué et j'ai besoin d'aide. Et le début de Réinfo Covid, ça a été ça, ça a été un appel à l'aide. Ça a été de dire il n'y a que à plusieurs qu'on peut essayer d'y comprendre quelque chose. Et donc moi, je rends grâce à tous les universitaires, les chercheurs, les médecins, les citoyens qui sont venus, les artistes, parce qu'ils m'ont permis d'y voir plus clair. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui sont plus claires. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la prudence, c'est pas un truc chèvre-chou. C'est qu'une fois qu'on a repris contact avec le réel, on fait un choix. Et que ce choix, pour moi, il est fait, par exemple. Il est celui de refuser une injonction vaccinale dont je pense qu'elle aboutit à une renégociation unilatérale du contrat social. Et que je trouve pas ça correct. En fait, c'est pas comme ça que doit fonctionner une société. Et qu'elle nie en plus le consentement libre et éclairé. Ce choix-là, les gens peuvent s'en convaincre, je l'ai fait à tel point que j'ai perdu mon travail. À tel point que ma femme a perdu son travail. Ma femme, elle est universitaire, elle est chercheure, elle est destinée à une grande carrière de professeur. Elle est excellente dans son domaine.
Moi, je suis excellent dans mon domaine, sans faire le beau, quoi. C'est juste parce que j'ai 43 ans et que j'arrive au moment où je me souviens bien de mes études et puis je suis pas encore un vieux con, quoi. Donc, tous les gens de mon âge sont plutôt bons en général quand ils acquièrent l'expérience, quoi. Et, euh, et à ce moment-là, on décide de se priver de nous au motif qu'on refuse quelque chose. Peut-être le grand public, il peut regarder en face le fait que je suis soignant, que je suis tous les jours à l'hôpital, quoi. Que, que je renonce à entre 4 et 6 000 balles de salaire par mois, que je travaille à l'hôpital public, que je tiens l'hôpital public à bout de bras avec tous mes collègues praticiens hospitaliers, infirmiers, infirmières, aides-soignants, gens qui font le ménage, cadres, administratifs, etc., depuis des années, dans une logique où on cherche à le détruire de manière systématique, que nous, on essaie de le faire vivre avec cette idée de l'accueil inconditionnel, que l'hôpital, c'est ça, hein, c'est hospitalité, c'est l'accueil inconditionnel. Ça veut dire les patients, non, il n'y a pas de raison de leur demander s'ils ont un QR code à l'entrée. Tu viens, t'es malade, tu viens. T'es blanc, t'es noir, t'es jaune, t'es rouge, t'es violet, j'en ai rien à foutre. T'es de gauche, t'es de droite, j'en ai rien à foutre. J'en ai même rien à foutre que tu sois gentil ou méchant. Je te soignerai qui que tu sois. Juste, est-ce que les gens peuvent mesurer le fait qu'on a interdit à des gens non vaccinés d'accéder à l'hôpital? Qu'il y a des médecins généralistes qui ont mis devant leur devanture, je ne vous soignerai pas si vous n'êtes pas vacciné. Vous... Parce que le poids que vous mettez sur cette idée-là, vaccinale, il est tellement important qu'à tout le moins, ça ne doit pas être un dogme. Ça ne doit pas juste être une incantation. Ça doit être quelque chose où vous avez bossé, où le minimum, c'est d'être allé voir, au moins lire les AMM conditionnels. Hein, juste ça. Qui les a lus à part nous, les AMM conditionnels? Qui a vu que l'Agence européenne du médicament disait mais attendez, il y a de l'ADN dans vos trucs. Ça devient quoi? Il y en a combien? Ça risque de se rétro-intégrer, non? Oui, ça va, on vous répondra en 2023. Bon, ok. Qui a vu que dans les AMM conditionnels, on disait mais il y a des ARN tronqués? Ça va donner lieu à des anticorps contre des tout petits morceaux de protéines, très aspécifiques. Et ça donne lieu à un risque potentiel de maladie auto-immune. Pas moi qui le dis, c'est l'Agence européenne du médicament. Qui a vu que dans le process de fabrication, les nanoparticules lipidiques qui entourent la vaccination, les ARN, pour les stabiliser, l'Agence européenne du médicament avait dit mais attendez, c'est la première fois qu'on l'utilise chez l'homme, il n'y a eu aucun test là. C'est quoi la stabilité de ces trucs, etc. Qui a vu que dans ces mêmes conditionnels, l'Agence européenne du médicament a dit mais attendez, votre produit il n'est pas stable. Il y a des fioles où il y en a plein et il y a des fioles où il n'y en a pas. Votre process industriel, il n'est pas stabilisé. Mais purée, quand est-ce que vous lisez la notice, quoi? Juste ça. Et puis une fois qu'on a lu la notice, quand est-ce qu'on regarde le réel? VERS, Eudravigilance, des centaines de milliers d'effets secondaires. Mais il y a peut-être un moment où on peut dire abort mission, on s'est trompé. C'est pas forcément qu'on va remettre en cause tout le système là. C'est juste on admet qu'on s'est trompé. C'est pas si compliqué que ça. Enfin bon, bref, voilà. Et là maintenant, ça touche à la religion, c'est-à-dire les gens, ils sont dans un dogme. Ils vont incanter ce que leur dit BFM, etc., comme si ça allait faire advenir la réalité. Mais non, la réalité, elle est tenace. Hein. C'est comme ça, quoi. Vous avez remarqué que ça n'a pas arrêté l'épidémie, quoi. Aujourd'hui, on injecte du Wuhan 1 à des gens qui ont de l'Omicron 2, quoi, ou encore autre chose. Donc, c'est juste... et que vous avez 15 000 soignants officiellement suspendus, que dans les faits, il y a des gens qui sont partis en retraite, des gens qui sont partis en pré-retraite, des gens qui sont partis en disponibilité comme moi, que des gens qui sont suspendus et qu'on est entre 30 000 et 150 000 soignants qui ne peuvent plus travailler. Mais vous avez remarqué l'impact direct que ça a sur votre vie, c'est-à-dire vous ne pouvez plus trouver de médecin, vous ne pouvez plus aller aux urgences sans que ça dure 8 heures, et on ne prend plus en charge les maladies compliquées ni rien. Ma femme, c'était la seule référente sur un domaine précis de maladie à l'hôpital. Elle est partie, on ne l'a pas remplacée. Hein. Plus personne s'occupe de cette maladie-là. Et personne n'en a rien à foutre dans l'administration, ça je peux vous l'assurer. L'autre chose, c'est elle était universitaire, donc ils étaient un peu dans leurs petits souliers pour la virer complètement, parce que normalement, il n'y a pas d'obligation vaccinale pour les universitaires. Sauf que le doyen l'a appelé en disant ce serait bien que tu démissionnes toi-même ou que tu te mettes en dispo. Comme ça, on pourrait garder les mains propres, voilà, on ne se mouillerait pas. On lui a dit merde, mais ils l'ont fait quand même. Et donc, elle a reçu sa lettre le 9 octobre. Et le 9 octobre, ils nous ont dit au fait, vous devriez rembourser votre salaire du mois de septembre-octobre, parce que vous auriez dû être au courant. Ah bon Normalement, c'est un accusé de réception, hein, c'est comme ça. Ah oui, mais BFM l'avait dit. Ils l'ont pas dit comme ça, mais c'était un peu l'idée. Et
non seulement ils ont demandé à rembourser, mais ensuite, je vais voir mon éditeur et je lui fais un virement pour acheter des bouquins, parce que quand je vends des bouquins moi-même, je fais 4 euros de marge, alors que s'ils sont vendus par une librairie, c'est 1 euro. Donc, par la force des choses, je suis devenu vendeur de bouquins, et pour arriver à vivre un petit peu. Et je fais le virement, et il me dit, mais le virement passe pas. Ah bon? Ouais, erreur 54-Z72. C'est quoi? Je sais pas, demande à ton banquier. Allô? Ah, c'est l'administration française qui a bloqué votre compte. Vous n'avez plus accès à vos comptes. Pardon? Ah oui, vous avez un contentieux avec eux. Si vous payez, ils remettront l'accès. Ah bon? Allô, l'avocat? Qu'est-ce qu'on fait? Bah, il faut que tu payes. Voilà, mais c'est super parce que là, ils te harcèlent toi aussi, alors que toi, t'es même pas suspendu. Comme vous avez un compte commun parce que vous êtes mariés en communauté des biens, c'est très bien, c'est super pour le procès. Ouais, merci l'avocat, il pense au procès, mais enfin, là tout de suite, nous, on fait comment? Euh, et, euh, et une vision d'avocat des choses, quoi. Et donc, moi, je dis non, sûrement pas, quoi. Chérie, ouvre le matelas, quoi, on va vivre avec du cash. Donc, on vit avec du cash. Et au bout d'un mois, on reçoit une lettre. Il dit merci, vous avez résolu votre problème avec l'administration française. On appelle l'avocat, on dit qu'est-ce qui s'est passé, t'as fait un truc génial et ça. Ah non, non, c'est rien passé. On regarde le compte, ils avaient pris l'argent. Ton argent n'est pas ton argent. Notre argent n'est pas notre argent. Et est-ce que ça peut faire réagir les gens? Est-ce qu'ils peuvent se rendre compte de l'injustice du truc, ou en tout cas se poser la question, se dire, attendez, ils ont payé ces gens, ils ont versé le salaire, c'est-à-dire qu'ils étaient d'accord, ils l'ont fait. Maintenant, ils le reprennent en disant, non, non, ça vaut pas. Non, c'était une blague. Alors qu'il y a 2 personnes, 2 parents avec 3 enfants, soutien de famille, qui n'ont plus aucun salaire, 0 euros, rien. C'est normal, en fait. C'est pas violent, ça. C'est normal que ça se passe comme ça, vous pensez? Alors que dans d'autres hôpitaux, il y a des gens qui travaillent avec des tests positifs. Mais ils sont vaccinés, là, tout va bien. C'est une blague quand même, non? Que nous, on a proposé. On a fait des procédures auprès de l'administration pour dire, attendez, nous, on va faire un test tous les jours, si vous voulez. Nous, on fera un test tous les jours. Ok, on veut pas mettre les malades en danger, on est d'accord, ça va. Non, il faut que vous soyez vaccinés, point barre. Et là, vous avez un vrai problème, quoi. Il y a un vrai problème collectif d'une espèce de déferlement totalitaire dogmatique autour de quelque chose qui est du domaine de la technique, qui est juste un produit de santé. Mais je veux dire, les produits de santé retirés du marché, il y en a eu plein, hein. Enfin, c'est pas grave, quoi. C'est pas parce qu'on dit que cette vaccination c'est de la merde et que c'est toxique et que ça permet pas d'endiguer la maladie que on est un criminel, quoi. Ça, c'est Pfizer qui vous l'a mis dans la tête. Et Manu, c'est tout. C'est pas. Mais Manu, c'est une marionnette des multinationales, du médicament et de la data. Mais ça, vous le saviez déjà, non? C'est pas nouveau. C'est pas, ça n'a pas trait à la vaccination. Il y a quelqu'un qui s'appelle Serge Alimi et qui a écrit il y a 15 ans environ Les nouveaux chiens de garde. Serge Alimi, c'est le patron du monde diplomatique. Ça tombe bien, je suis abonné. Le patron du monde diplomatique écrit Les nouveaux chiens de garde, où il écrit les médias dominants aujourd'hui sont les chiens de garde des multinationales, de la data et du médicament. Il l'écrit comme ça. Sont les chiens de garde de ceux qui sont au pouvoir politique. Bon, voilà, après, c'est pareil, à regarder en face, c'est assez douloureux. Bon, parce que ça veut dire se mettre en action, quoi. Je voudrais juste dire quelque chose quand même, dans le sens où justement l'échange qu'on a là, alors avec ma petite analyse perso bricolée dans mon coin, je me dis qu'en fait il y a aussi comme une espèce de chute du rôle paternel induit dans l'éducation. C'est-à-dire, alors je m'explique, c'est que il n'y a pas si longtemps que ça, notre rôle dans la société, notre statut social, nos parents déterminaient en fait qui on devait être, ce qu'on devait faire, dans quel ordre, comment, pourquoi, etc. Et là aujourd'hui, il y a beaucoup plus de possibilités de remettre en question, puisqu'il y a beaucoup plus d'accès aux coulisses de ce qui se passe. Et donc il y a une chute de l'autorité en fait paternelle qui n'était pas discutable, puisqu'elle n'était même pas connue dans un premier temps. Il n'y a qu'à voir la chute de crédibilité de nos politiques, qui, je pense pas qu'ils magouillent plus aujourd'hui qu'à l'époque. Simplement, ils sont peut-être moins compétents et ils ont moins d'autorité et ils sont peut-être moins bah justement, pour reprendre, en chasse gardée, tu vois, dans leur petit potager. Leurs petits secrets de fabrication sont plus amenés à se répandre qu'avant. Et donc, il y a un verrou qui a sauté, en fait, à mon sens, qui fait qu'aujourd'hui, il y a ceux qui vont être encore en lien avec cette autorité de génération en génération qui ne se questionnent pas et qui aujourd'hui le relais a été pris par justement les médias mainstream si on parle comme ça,
et qui vont donc se plier à cette paternité qui n'est plus incarnée par la fluidité entre les générations et les statuts sociaux, mais simplement par le discours qu'ils vont entendre de la part de ces médias-là. Est-ce que ça te paraît cohérent ce que je te dis? Un peu flou, un peu... Non, j'entends dans ce que tu dis que tu proposes l'idée que le paternalisme a été remplacé par un paternalisme médiatique et qu'il y a des trous dans la raquette parce que de tous Pour les ceux à côtés, qui les le recettes de cuisine. paternalisme manquerait, en fait, si tu veux, c'est ceux qui attendraient d'avoir des rails sous les pieds, bon ben où est-ce qu'ils peuvent en trouver finalement? Puisque aujourd'hui, les personnes qui vont avoir par exemple une vocation médicale, j'entends plutôt, tu vois, aides-soignants, infirmiers, etc., qui vont eux mettre au service du collectif leur passion et leur vocation à s'occuper de l'humain, bah, vu qu'aujourd'hui l'humain a de la peine à éclore, même au sein des endroits où il devrait être au centre, il y a une crise il y a une crise du sens aussi. Tout à l'heure, tu évoquais les différentes crises. La crise du sens, et donc du fait de se dire, bah, je me mets sur ces rails-là, c'est bon, j'ai un sens à ma vie et c'est parti. Là, il y a moins de facilité à accéder à ces endroits-là, en fait, de sécurité. Alors c'est une vision des choses et en même temps, moi j'ai l'impression on a besoin d'une certaine sécurité et comme tu m'y avais invité tout à l'heure, je pense qu'on peut arriver à la question de jeu et nous. C'est-à-dire que moi je perçois il y a beaucoup de gens qui mordent au narratif des médias dominants pour rester en lien, pour faire partie de la société, pour qu'elle continue, vaille que vaille, à tenir ensemble, même si, oui, c'est pas cohérent, même s'ils sont un peu incompétents, etc., même si ça va pas. D'une part, parce que ce serait douloureux d'admettre que l'image paternelle, effectivement, peut être malveillante. Ça, c'est compliqué. C'est compliqué pour les enfants battus, hein, même, en psychologie, en psychopathologie. C'est très compliqué d'admettre que peut-être la personne qui a charge de ma sécurité, en fait, me veut du mal. Or, et moi j'ai vu ce mur de verre à de très nombreuses reprises, c'est-à-dire des gens qui sont d'accord que ça s'est pas passé comme il faudrait, etc., et qui à la fin disent oui, mais ça voudrait dire que nos gouvernants nous veulent du mal. Et là, blocage. Pas possibilité d'envisager ça. Alors moi je vous donne un retour d'autres pays parce que j'ai des copains algériens, russes, des copains qui ont vietnamiens, qui ont été dans des systèmes totalitaires et pour qui mais c'est évidemment les gouvernants veulent le pouvoir et l'argent. Enfin pour eux ça fait pas un pli quoi. C'est même pas une surprise. Il y a personne qui voudrait gouverner s'il voulait pas le pouvoir et l'argent. Et donc évidemment ces gens-là sont malveillants vis-à-vis du peuple. Et donc on a une image complètement infantile des gens qui nous gouvernent. Ça c'est Là ouais. encore, je me permets une petite intervention. Évidemment que les gens qui veulent gouverner veulent le pouvoir et l'argent, mais je pense qu'il y a une possibilité de ne pas être malveillant euh, et d'être juste sur son fuseau horaire à soi, avec ces priorités-là, sans prendre en considération en fait les facteurs humains et les conséquences que ça pourrait avoir sur d'autres personnes. C'est-à-dire essayer de rester le plus possible dans son couloir à soi, avec ses priorités à soi, dans son monde, avec ben, voilà, son groupe d'appartenance et de pas forcément être malveillant avec les autres groupes, mais simplement de ne pas les considérer comme autre chose que des variables, en fait, finalement. Alors c'est une possibilité effectivement. On en revient encore à l'idée de jeu et nous. Ouais, Je vais prendre un parallèle, celui de l'orchestre de jazz. J'ai fait des articles sur le sujet. Nous est en charge de tenir la cohérence collective. Nous est là pour que on sache où on habite, qu'on soit en sécurité. Et nous est là pour empêcher jeu d'aller trop loin. Parce que si jeu va trop loin, veut prendre trop de pouvoir, trop de puissance, c'est un pervers narcissique. Il va prendre l'énergie du nous pour se faire valoir et aspirer l'énergie collective pour sa propre existence. Alors que non, jeu doit être au service de nous. Donner son action, sa lumière, sa beauté irréductible au groupe et à la cohérence du groupe. Et donc, dans un orchestre de jazz, les gens se réunissent et ils choisissent ce qu'ils vont jouer. Il y a une cohérence autour de la raison d'être. Aujourd'hui, on va jouer la Panthère Rose, quoi. On va pas, voilà, on joue pas Take Five, on joue pas autre chose, on joue la Panthère Rose. Et donc, il y a une grille d'accords. Il y a des gens qui tiennent la baraque. Il y a la contrebasse, il y a la batterie, qui tient le rythme. Les gens, ils tiennent la cohérence. Et puis, on va entonner tous ensemble la mélodie. Et ensuite, une fois qu'on est tous d'accord, ça y est, on a tous joué la mélodie, on va faire appel au solo. Et chacun va faire son solo. Mais le solo, il va explorer les possibles à partir de cette contrainte
que donne le nous et donne la cohérence collective autour de la raison d'être. Mais il va faire quelque chose d'inattendu, quelque chose qui est à lui, une impro, et une interprétation du morceau qui sera à nul autre pareil. Pour autant, s'il commence à aller trop loin, aller dans des tonalités où ça dissonne, ou des trucs comme ça, ou chercher à rejoindre d'autres morceaux, peut-être que le groupe va le ramener. Dire attends, on va te remettre la contrebasse, on va te redonner la grille d'accords, va tenir la baraque, reviens ici, quoi. Ou qu'on va lui couper le sifflet, puis on va passer au saxo, ou à la guitare. Et ainsi de suite. Et pourquoi est-ce que je se met au bon endroit dans son rapport avec le nous, avec le groupe? Parce qu'il a travaillé son instrument. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une dimension de verticalité, qui est je, et l'étincelle qui peut donner et grandir. Il y a nous, qui est la dimension d'horizontalité, dans laquelle peut se déployer l'exercice du jeu, et donner quelque chose à offrir. Et puis il y a la profondeur, le travail de l'instrument. Je ne rentre pas dans le groupe si j'ai pas travaillé mon instrument. Aujourd'hui, on a des gens qui n'ont pas travaillé leur instrument, qui prétendent à des charges collectives, et qui sont dans ce qu'on appelle la fabrique des imposteurs. Il y a un livre de Roland Gori, c'est un penseur marseillais, très intéressant à lire. Il y a des conférences pour ceux qui n'auraient pas le temps de lire, mais il a fait des conférences sur le sujet qui sont très bien, où il explique qu'en gros, vous obtenez des positions sociales aujourd'hui, d'autant plus facilement que vous êtes un imposteur. Plus vous mentez, plus vous trichez, plus vous serez haut dans notre échelon social. Jusqu'à la fin, devenir un multimilliardaire. Mais si vous êtes un multimilliardaire, vous avez compris, c'est que vous avez triché. Hein. Si vous avez joué selon les règles du jeu, il n'y a aucune chance que vous deveniez multimilliardaire. Donc, tout est fait pour que, de fil en aiguille, on promeuve en permanence les plus imposteurs. L'autre chose, c'est que les gens qui prétendent à ces postes, dans un système qui est encore, quoi qu'on en dise, pyramidal, sont des gens qui ont un problème d'individuation. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous ai dit que la vie était la rencontre à frottement dur avec le réel et qu'elle définissait une épreuve initiatique. L'épreuve initiatique, ça va être je vais sortir du ventre de ma maman, quoi. Et puis d'un coup, il va faire froid, on va mettre un petit bonnet qui gratte, je vais avoir plein de lumière, alors j'étais bien au chaud, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ça va être je suis à quatre pattes sur mon tapis d'éveil, je mange Sophie la girafe, je suis Sophie la girafe et mon tapis d'éveil et tout va bien. Puis il y a un moment, je vais essayer de me mettre debout. Et bing! Je vais me cogner. Et bing! Et bing! Je vais me recogner encore. Un frottement dur avec le réel. Puis je vais me cogner au coin de la table. Bing! Et puis je vais essayer ensuite de me tenir au coin de la table. Jusqu'à être moi, petit homme, debout sur la terre. Donc, le processus initiatique, c'est un processus d'extraction et d'individuation. D'extraction du tout, d'extraction du nous, d'extraction de la matrice, pour former ce que je devais être. Mais au passage, je tire et je tends un fil de relation. Je suis en lien. Je suis moi les deux pieds sur terre. Je suis pas en train de voler au-dessus de la terre, comme ça. Non, mais je suis moi sur la terre. Pareil, j'apprends à nager. Au début, je vais être l'eau. Je vais boire la tasse presque jusqu'à me noyer s'il faut. Je vais être réenglouti dans la matrice. Puis je vais boire la tasse 4, 5, 10 fois. Et puis je vais trouver ma place. Je suis moi dans l'eau. Et je suis capable de danser, de nager, de faire des choses incroyables, de trouver des degrés de liberté à un endroit qui me semblait extrêmement contraint et où c'est moi qui, in fine, décide. Et en fait, vous pourriez considérer que la vie est une suite d'épreuves initiatiques, comme ça, ininterrompues, jusqu'à la mort. Et que se tisse un fil de relation pour que je prenne ma bonne forme. Mais si je reste dans le ventre de ma maman, je vais en mourir. Si je ne prends pas à marcher, je vais rester mon tapis d'éveil. Si je suis enrobé dans une combinaison de sumo gonflable par mes parents parce qu'ils ont peur que je tombe, je vais jamais apprendre à marcher, je vais jamais apprendre à descendre en escalier. Je vais me trouver ça rigolo de descendre mais je pourrais pas grandir parce que si je grandis, ma combinaison, elle va m'étouffer. Ça, c'est les gens qui sont pris dans la matrice. Il y a plein de gens aujourd'hui qui sont dans une conformose chronique, doublée d'une conformite aiguë par peur de ceux qui pourraient émerger. Pourquoi? Parce que ceux qui émergent, qui sont initiés, ils sont puissants. Celui qui s'est mis debout, il sait marcher, il peut aller plus loin, il peut arpenter un territoire. Celui qui a appris à nager, il sait nager, il peut faire plein de choses avec l'eau. Celui qui était un enfant et qui va devenir un chasseur, il passe à travers l'épreuve initiatique, il devient un chasseur, il a accès aux arcs, aux flèches, au territoire de chasse, au jour de la battue, aux décisions avec les vieux sages pour décider quand est-ce qu'on y va. Donc quelqu'un qui est initié, il est extrêmement puissant. Mais normalement, en même temps qu'il est puissant, il devient responsable. J'ai tous les pouvoirs, j'ai les arcs et les flèches, j'ai le territoire, et je dois nourrir la tribu. Et c'est ce double événement qui se produit au cours d'une épreuve initiatique qui maintient le bon équilibre, que la tension sur le fil est bien comme il faut, que si je le sonne, ça sonne fort. Il n'est pas trop mou et il ne vibrerait pas.
et il se passerait rien. J'essaierai de faire vibrer la corde, mais je change rien. Le monde, il change pas. Alors, s'il est juste tendu comme il faut, ding, et je vais mettre en résonance le monde. Mon action va transformer le monde. Je vais faire une entreprise, je vais faire grouper un collectif, je vais faire ce que tu veux, je vais soigner quelqu'un. Je vais réussir à avoir un impact sur le monde. Et j'en suis responsable. Et puis, il y a ceux qui ont tellement tiré sur le fil, là, ils ont été initiés tellement durement, tellement violemment, sans amour, sans chaman bienveillant, sans personne pour les guider sur le chemin, que eux, tac, ils ont cassé le fil. Ils sont plus en lien. Eux, ils sont comme le spationaute qui vole dans Interstellar et qui est perdu. Bientôt, il n'aura plus d'oxygène. Il fait froid et tout ça. Il devient fou. Il pense qu'il est la matrice. Il pense qu'il est le tout, qu'il est l'univers à lui entier. Et il va tout faire pour revenir en lien avec les individus. Dans une culture du viol, de la violence, de la brutalité, il va essayer de rentrer à l'intérieur du cerveau des gens, du corps des gens. C'est le pervers narcissique. C'est la paranoïa. C'est ça, et en psychopathologie, hein, qui à ce niveau-là, c'est des gens qui ont tellement souffert et qui n'ont pas pu être rattrapés. Parce qu'il y a des gens qui ont souffert, peut-être certains se reconnaissent dans ce que je dis, mais ont été rattrapés par quelqu'un qui les a aimés, qui leur a dit reviens, viens, je te tends la main, tu vas voir. Et en fait, tu es très puissant, et tu es très beau, et tu es à nul autre pareil. Parce que celui qui est initié, il est à nul autre pareil. Il n'est pas comme ceux qui sont encore dans la matrice, hein, qui prennent des selfies sur Facebook avec leur petit-déj en attendant le nombre de likes pour avoir le droit d'exister. Non, non, ils sont individués, ils n'ont pas besoin de ça. Et le pervers narcissique, il est vraiment, lui, à nul autre pareil, complètement différent. Alors, juste ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme je vous ai dit, ils sont seuls et tristes et qui pensent qu'ils sont la matrice. Ils vont essayer, de manière interstitielle, de revenir partout où ils peuvent. Et ils vont se mettre dans toutes les structures d'intermédiation. L'école, la politique, l'argent, la banque, la santé. Et vous allez retrouver à tous les postes de responsabilité, entre guillemets, ce type de profil psychologique beaucoup plus répandu qu'ailleurs. Vous aurez certains qui sont juste initiés comme il faut, et qui sont dans une oblation au bien commun. Une oblation, c'est-à-dire une sorte de sacrifice au bien commun. Ils donnent leur talent au service du nous, quoi. Ils font leur solo, et en même temps, ça permet à tout l'orchestre de faire un truc vachement plus beau. Et puis, il y a ceux qui vont faire que leur solo et dire alors qu'est-ce que vous jouez pour moi, je prends votre énergie, etc. Puis qui vont partir dans des notes dissonantes, complètement délirantes. Donc, pour revenir aux gens au pouvoir, je pense que très majoritairement aujourd'hui, on a des gens qui sont malades au sens strict, quoi, et qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être aidés, d'être guéris. Et par contre, c'est dur à guérir. Paul-Claude Racamier, qui est celui qui a écrit sur la personnalité perverse narcissique, il doute que ce soit curable, hein, en fait. Il pense que c'est pas sûr. Par contre, si on regarde des gens qui ont fait des fables ou des contes, comme Michel Oslo, qui a fait Kirikou et la sorcière, que vous avez peut-être tous vu, à la fin, c'est la seule question de Kirikou, c'est mais pourquoi est-elle si méchante? Il s'en fout de ce qu'elle fait, de toutes les saloperies qu'elle fait au village. Et elle les fait au village, c'est-à-dire elle veut continuer à rester en lien, elle veut les faire chier, quoi. Elle veut leur prendre leur trésor, elle veut mettre le feu elle veut leur prendre l'eau, etc. Elle veut prendre les hommes. Mais à la fin, Kirikou, la seule chose qui l'intéresse, mais pourquoi elle est si méchante? Et il comprend qu'elle souffre. Parce qu'elle souffre, Kirikou, c'est ce que dit son grand-père. Et il doit lui donner un amour inconditionnel pour qu'elle puisse guérir. Bon, voilà, alors ça c'est très dur, hein, de donner un amour inconditionnel à ses oppresseurs, mais vous pouvez vous rendre compte que ce schéma qui vaut pour les gens qui ont pris le pouvoir, il vaut pour les gens qui ont pris le pouvoir au sens large. C'est-à-dire, comme d'habitude, notre monde, il est holographique. Holographique, c'est-à-dire quoi? Holon en grec, c'est tout entier, graphein, c'est le dessin, hein, le schéma, voilà, la représentation. C'est que vous avez dans chaque petit morceau de la représentation l'ensemble de la représentation. C'est un chou romanesco, c'est une fractale. Vous regardez un petit morceau du chou romanesco, il est pareil que le plus gros morceau, il a le même motif et ainsi de suite. Et en fait, notre monde, il est comme ça. Vous regardez un petit morceau de nos cellules, c'est la même chose, l'organisation des cellules en un tissu, c'est la même chose qu'un des corps qui s'organisent ensemble pour former un corps social, etc., quoi. À chaque niveau, il y a une cohérence, il y a une raison d'être, hein. La lettre de l'alphabet a un sens, une sonorité, mais quand elle fait partie d'un mot, elle participe à plus grand, qui lui-même fait partie d'une phrase, qui lui-même va faire partie d'un paragraphe, qui lui-même fait partie d'un chapitre, puis d'un bouquin, puis d'une bibliothèque. Et en fait, à chaque étape que vous regardez, ça a un sens, ça veut dire quelque chose, mais ça s'inscrit aussi dans plus grand. Et ça, c'est une des clés sur Je et nous. C'est que Je est bien dans ses baskets quand il contribue à plus grand. C'est comme ça. L'humain, il a envie de rendre service, quoi, il a envie de participer à plus grand. Et on a complètement mélangé dans notre système la notion d'œuvre pour contribuer à plus grand et la notion de travail. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne travaillent plus, qui ne font plus œuvre,
qui se contentent de survivre pour eux-mêmes, se nourrissant du groupe pour eux-mêmes, pour avoir plus de loisirs, plus de bagnoles, plus de téléphones portables, plus d'écrans plasma, plus de bouffe à gogo, quoi. Mais ils contribuent pas à plus grand. Or, c'est le niveau d'intrication réel qui nous met en vie, c'est de contribuer à plus grand. Et donc souvent, ces gens-là, ils vont faire une activité bénévole. Ils vont s'occuper du club de foot, ils vont s'occuper des personnes âgées ou je sais pas quoi, parce qu'il faut compenser, quoi. S'ils l'ont pas dans le boulot, il faut le trouver ailleurs. Mais ça fait partie de notre chemin personnel d'arriver à trouver quel est notre talent et notre lumière intérieure. Et on en a tous. Des choses qu'on a à profusion. Des choses qu'on donne sans compter. Quand on les donne, c'est pas une affaire d'argent. C'est juste, on aime ça et on est bon là-dedans. Moi, ça va être peut-être la parole, d'autres, ça va être les dessins, d'autres, ça va être de garder les enfants, d'autres, ça va être de faire la couture, d'autres, ça va être de réfléchir sur des problèmes compliqués. On a chacun notre talent. Et quand on se met à le donner, on en a tellement que on n'a pas besoin de compter, quoi. Et ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Marcel Mauss, qui a réfléchi à une société du don, où en fait, chacun donnerait sa contribution lumineuse, et il n'y aurait aucun problème. Parce qu'on serait bien intercorrélés et bien en lien les uns avec les autres. Il n'y aurait pas de soi séparé. Les pervers narcissiques et les paranoïaques, dont je parlais tout à l'heure, c'est ceux qui ont pris le pouvoir, qui nous ont désapproprié de notre capacité d'être en lien. Tu veux commander un taxi? Tu peux plus, il faut que tu passes par Uber. Tu veux commencer à bouffer, il faut que tu commandes par Uber Eats, par ton téléphone. Tu veux appeler quelqu'un ou voir quelqu'un que t'aimes, tu es obligé de passer par WhatsApp ou par Telegram ou par je sais pas quoi. Ils se sont mis à l'intermédiation, à l'interface, dans des technologies qu'on dit interstitielles. Pour ceux qui ont un mail Google, par exemple, Gmail, essayez de l'enlever pour voir. Et vous allez voir à quel point c'est un cancer, à quel point c'est interstitiel. Ah non, la photo des enfants. Ah zut, attends, là, il y a mes impôts. Ah, et puis bon, j'avais fait un drive partagé avec des potes pour faire un texte scientifique, machin. Vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer. Le truc, il est rentré en vous, quoi, avec des espèces de tentacules, quoi, qui ont infiltré votre peau, infiltré votre corps. Et donc, les multinationales aujourd'hui, qui sont le système dominant, sont ces monstres paranoïaques qui veulent rentrer de manière interstitielle dans nos vies et qui se nourrissent du nous, se nourrissent des individus et se nourrissent de l'enfance dans une espèce de pédophilie entrepreneuriale absolument hallucinante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une multinationale, elle se nourrit des startups. Elle se nourrit de ceux qui comptent pas, de ceux qui donnent, ceux qui ont... Allez, moi je m'en fous de manière, ce qui est beau c'est mon projet, j'en ai à revendre et tout ça, je vais pas compter mes horaires, je m'en fous d'être payé, etc. Et à la fin, Google l'a mangé. Et ou Amazon l'a mangé. Et donc c'est devenu la norme de notre système néolibéral, mondialisé, transhumaniste. Ce système arrive à la fin. La crise qu'on vit est la maladie terminale de ce système. Soit on l'entend et on le comprend, soit on en crève et on change, on se transforme, soit on en crève, et il y a des chances qu'il y en ait un certain nombre qui en crèvent, soit on fait semblant et on met une béquille et on dit non, non, on va faire encore plus de techniques, encore plus de métaverse. Et ça reviendra plus fort et plus violent. Moi, je pense que les deux dernières solutions ne sont pas les bonnes en tant que thérapeute, tu vois, en tant que médecin animateur. Je pense que c'est prendre la leçon de la crise et accepter d'en changer, et de changer le système et les facteurs de risque. Les facteurs de risque, on les connaît, il y a une œuvre à faire, il y a un mouvement à faire, ça ne se passe pas tout seul. Et le premier mouvement, c'est le non-agir, pour moi, dans la non-violence. Ça paraît compliqué, mais en permaculture, on parle beaucoup du non-agir, de ne pas faire. Tu arrives dans un jardin, avant de vouloir tout bouleverser, déjà tu regardes. Tu regardes comment ça marche, comment ça vit, à quel endroit il y a de la lumière, à quel endroit il y a de l'humidité, à quel endroit tu te sens bien, à quel endroit les enfants ils jouent naturellement, à quel endroit il y a des oiseaux qui chantent le matin et c'est sympa de prendre le petit-déj. Et à quel endroit ça pousse, les fleurs là toutes seules, elles sont mises là toutes seules. Et avant même que de vouloir faire quoi que ce soit, tu regardes le vivant et tu vas juste essayer de l'accompagner au bon endroit. Cette idée du non-agir, qui est partie intégrante de la doctrine non-violente gandhienne et qui est partie intégrante de la permaculture et qui, à mon sens, est un des gros morceaux de la transformation systémique vers laquelle je pense que nous devons aller. Et pour ça, je reprendrai les mots de quelqu'un qui s'appelle Matthew Crawford, qui est un philosophe qui a écrit un livre qui s'appelle L'éloge du carburateur. C'est un nom bizarre pour un livre de philo, parce que c'est un philosophe qui s'occupe beaucoup de mécanique et il a en permanence cette réflexion sur l'artisanat et l'industrie, et puis la réflexion éthérée ou le rapport à la matière brute. Et donc pour lui, il trouve ça plus marrant en gros de bricoler son carburateur que de faire de la philo, quoi. Et qu'il apprend beaucoup plus en le faisant. Et il écrit un livre qui s'appelle Contact, il y a en 2016, je crois, ou 2014, et qui est très intéressant, où il s'intéresse à la question de la balkanisation de notre attention.
à l'économie de l'attention. L'idée que on a diffracté notre attention, notre capacité à être concentré et attentionné et présent à quelque chose. Qu'en permanence, on a un tweet, un bip, un buzz dans l'oreille, un truc qui déconne, un truc qui bouge à l'extérieur, l'écran qui vibre, un des troisième onglets qui nous appelle, et qu'en fait, regarder déjà un article pour de bon, on va regarder le titre et la manchette, mais alors s'il faut scroller 3 fois pour aller voir en bas, c'est déjà trop long, quoi. Et pour moi y compris, hein, pour nous tous, une espèce de progressivement de difficulté à tenir l'attention. On a tous entendu parler de ce niveau d'attention de nos contemporains qui fait qu'en gros, après 2 minutes 30 de vidéo, ils zappent, quoi. Donc là, il y a des chances que notre vidéo, pas sûr que les gens regardent jusqu'au bout, quoi. Bah non, mais Et, c'est un pari que je fais justement sur le fait que c'est quand même des échanges que j'essaye de faire de cœur à cœur avec les gens que j'invite, puisque les gens que j'invite sont des gens qui, pour moi, sont des gens que j'ai envie d'inviter. Donc si cet échange, justement, a cette qualité au niveau attentionnel d'un côté comme de l'autre, même si des fois il y a des couacs techniques qui font que c'est plus ou moins possible sur des moments précis de l'échange. Mais je pense que les gens derrière sont sensibles à ça et que du coup il y a des gens qui sont en train de parier justement au contraire sur des vidéos plus longues avec des échanges. Bah, de toute façon, tu as déjà été invité à prendre la parole sur plusieurs heures de cette façon-là. Et je pense que c'est ce que tu préfères, dans le sens où tu as l'occasion à ce moment-là de développer ton propos, d'aller chercher des références dont tu as besoin à droite, à gauche, pour montrer que tes pieds ne sont pas en train d'être uniquement en contact avec la médecine ou avec la philosophie, mais que c'est pluridisciplinaire, comme tu le dis, multifacette, et que en tant que personne, tu es multifacette, et que tu t'inscris dans un tout qui l'est également. Et on a besoin de temps pour développer une pensée de toute façon. ouais, c'est Noam Chomsky qui avait dit une phrase comme ça. Vous pouvez la retrouver, je pense, dans Manufacturing Consent, une vidéo qui a été faite sur lui, sur ce livre qu'il avait fait qui s'appelle La fabrique du consentement, où il explique qu'en gros, dans les médias aujourd'hui, tu as 1 minute 30 pour parler entre deux commercials, que si tu dis un truc qui n'est pas exactement ce qui est attendu, tu vas passer pour un gros taré, quoi. Donc, de toute manière, les gens ils vont blaster l'info directos, et de toute manière, tu pourras pas le justifier. Donc, en gros, tu es invité à un dîner de cons. Et donc, moi, c'est exactement ce que j'ai ressenti plein de fois dans les médias mainstream. C'est qu'en gros, tu n'as pas le temps d'en placer une, on te met dans une certaine optique où, de toute manière, bon, bah, on va tout faire pour démontrer que ce que tu dis, c'est des conneries. Et qu'effectivement, il y a besoin d'un espace-temps qui se développe, qui se déploie pour laisser place à la nuance, à la complexité, au fait que bah voilà, justement, c'est multifacette comme tu le dis, donc bah, merci de permettre ça, hein, c'est une chance, je te remercie. Avec grand plaisir, vraiment. Et voilà, cette partie est maintenant terminée, tu vas pouvoir passer à la suite en cliquant ici.